Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram Bonjour l'Inspi_podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Donc bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis hyper contente de t'avoir là et je pense que tu vas avoir plein de trucs à me raconter, donc je suis trop contente. Merci de m'avoir invitée, c'est trop cool. Je t'en prie. Du coup, je commence toujours mes épisodes un peu de la même façon, c'est en présentant les invités. Donc est-ce que tu peux te présenter ton parcours, qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'ici ? Du coup, moi c'est Marie, j'ai cofondé WeDressFair en janvier 2018 et j'ai un parcours un peu atypique. À la base, j'ai fait des études dans biologie et biotechnologie. Donc j'ai pas grand chose à voir avec le monde du textile et j'y suis rentrée un petit peu par hasard. Donc j'ai fait une école classique, après j'ai intégré l'Institut Curie à Paris, j'ai travaillé en recherche là-bas et en fait la recherche c'est très long, faut vraiment avoir de la patience. Et moi, je me suis engagée dans la recherche parce que j'avais vraiment envie d'avoir un impact réel en fait sur le monde qui m'entoure et la santé, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que cette patience qu'il fallait avoir pour être chercheur, c'était peut-être pas celle que j'avais. Et du coup, j'avais envie d'action en fait rapidement. Et je suis allée faire pas mal d'assauts. Je me suis engagée pour le Carillon, qui est une association qui lutte contre l'exclusion sociale. Et j'ai fait des petits projets par-ci par-là. J'ai récupéré des vêtements à l'institut où je travaillais, voilà. Et via ces actions-là, en fait, je me suis rapidement rendu compte de l'impact que la consommation pouvait avoir en fait sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et notamment le fait que je récupérais des tonnes et des tonnes de vêtements dont en fait personne n'a besoin, ni ceux qui les achètent, ni à qui on voulait les donner. En revanche, il y avait des besoins autres, notamment les personnes qui sont les plus démunies, ils ont besoin, notamment la cause féminine, ça m'a pas mal touchée. Elles ont besoin de sous-vêtements, de pulls, de chaussettes, etc. Et en fait, nous, on récupérait que des t-shirts et que des jeans, que des trucs dont personne n'a besoin. Et du coup, je me suis dit que en fait, c'est bête, c'est que en fait, toute cette matière-là qu'on avait, c'est juste qu'on la voyait comme des produits finis non transformables, alors qu'en fait il suffit de les prendre, les transformer en culottes et voilà quoi, on a bouclé la boucle quoi. Du coup j'ai commencé à créer un projet de partage de tissus entre particuliers à partir de chutes d'industrie, de chutes de créateurs et du coup de découpe de vêtements qu'on n'arrivait pas à vendre en l'état. Et j'ai été sélectionnée pour un parcours d'entrepreneurs sociaux qui s'appelle Ticket for Change et c'est là que j'ai rencontré Antoine, qui est deuxième cofondateur de WeDressFair, qui avait déjà commencé à réfléchir à la question autour de la consommation responsable. Lui, il s'était engagé dans une autre association qui s'appelle iBoycott, qui derrière prône surtout le fait que à chaque fois qu'on sort notre carte bleue, on vote pour le monde dans lequel on voudra vivre demain, et que du coup, en fait, chaque achat a vraiment un impact, et un impact réel et direct en fait sur la société d'aujourd'hui. Et du coup, Antoine s'était déjà rendu compte de tout ça, et lui, il voulait s'attaquer à la cause plutôt qu'à la conséquence. Donc à la cause qui est la surconsommation, qui est la qualité médiocre des vêtements d'aujourd'hui. Il avait compris qu'il y avait des marques qui faisaient les choses bien. Il avait commencé à les contacter et du coup, il avait commencé à développer WeDressFair. Et c'est lui qui est venu me voir et qui très justement m'a dit écoute Marie, c'est bien, ton projet c'est super cool, mais si on s'attaquait à la cause plutôt qu'à la conséquence. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à se mettre ensemble pour monter WeDressFair. D'accord. C'est vrai que c'est un parcours quand même assez atypique, assez particulier. Et du coup, pour revenir au début, toi, ce qui t'intéressait dans la biologie, dans la recherche, c'était quoi ? C'était d'avoir un impact, c'est ce que tu disais ? Ouais. Déjà, ce que j'aime bien, c'est dans la recherche, c'est pas superficiel.
on va au bout de la question, enfin on prend une question et on y répond, et même si on n'a pas la réponse, on écrit la réponse, quoi. Cette démarche-là qui m'a toujours intéressée et que j'adorais. Et après, c'est parce que en tant que chercheur, on a toujours envie de trouver. Bien sûr. Ouais, c'est cette recherche d'impact qui me plaisait dedans, en fait. C'était de pouvoir me dire, en fait, ma recherche, elle va quand même servir à quelque chose et à quelqu'un derrière, bien que en y étant, on le ressent pas tous les jours, quoi. Faut vraiment croire en soi et en la recherche dans laquelle on est pour du coup tous les jours continuer à faire la même chose. Et toi, tu faisais de la recherche en quoi, du coup? Parce que je suppose qu'il y a plein de types de recherches. Ouais, il y a plein de types de recherches. Je connais pas grand-chose. Moi, j'étais en biotechnologie et je travaillais, bon, c'est des trucs super barbares, hein, les noms là-bas, c'est un peu compliqué, mais en gros, je travaillais sur la reconstitution du micro-environnement tumoral. En gros, essayer de mimer ce micro-environnement tumoral pour optimiser les traitements des patients, notamment les effets secondaires, etc. Donc des personnes qui avaient des tumeurs, c'est ça? Ouais, des personnes qui avaient des tumeurs. Donc c'était la phase de développement. On était en phase de développement. Quand je suis arrivée sur le projet, il était déjà commencé, mais il n'avait pas beaucoup d'années derrière. Et les projets de recherche, c'est très très long, mais c'était très innovant. Du coup, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est que du coup, j'ai appris un peu à coder, j'ai fait de l'analyse d'images, j'ai travaillé sur des microscopes que j'avais jamais vus de ma vie. Enfin voilà, c'est ça aussi la recherche, c'est que on découvre plein de trucs qui sont super chouettes derrière. On essaye de pas se cantonner à un seul métier aussi. Et la recherche dans laquelle j'étais était très pluridisciplinaire, donc c'est ça qui m'avait plu. Ouais. Et en fait, ça se passe comment quand t'es chercheur, chercheuse? Parce que moi, j'ai un peu l'image de la personne à la blouse blanche qui est dans son labo avec les petites pipettes et les petites fioles, mais tu dis que c'est pluridisciplinaire, donc en fait il y a aussi bien du code, etc. Enfin, comment ça se passe dans la vraie vie? En même temps c'est différent tous les jours et en même temps c'est hyper répétitif, c'est un peu bizarre, mais aujourd'hui ça dépend dans quel secteur on est dans la recherche. Il y a des domaines qui sont, comme tu dis, fioles et tous les jours, quoi. Et puis il y en a d'autres recherches qui sont un peu différentes. J'étais dans la biotechnologie, donc ça touche déjà la physique, la chimie, la biologie, l'analyse d'images, donc l'informatique. Donc j'étais déjà dans un domaine qui était déjà pluridisciplinaire à la base, mais après ça l'était pas assez à mon goût. C'est pluridisciplinaire, mais moi j'avais envie d'acquérir en fait ces compétences-là en interne. J'avais vraiment envie d'apprendre à coder, j'avais vraiment envie qu'on utilise les choses que je développais moi, qui n'étaient pas de ma compétence première. Alors que là c'était plutôt on va travailler avec 4 équipes de recherche qui sont connues et du coup c'est beaucoup de management. On travaille avec cette équipe qui est en Italie, puis cette équipe qui est en Turquie, puis cette équipe qui est en France, puis une autre équipe qui est en France, et puis il faut coordonner tout le monde. Et puis en fait derrière c'est des projets qui sont super durs à manager. Je sais pas comment dire, c'est compliqué en vrai de s'y trouver derrière, sachant que j'avais quand même, je pense, un attrait entrepreneurial fort, où j'avais certainement très envie de moi-même guider ce projet-là, alors que moi, on m'avait collé le rôle de la biologiste du projet, et du coup, il fallait que je m'occupe que du côté biologique, et ça m'avait moins plu, quoi, dans ce projet-là. Mais du coup, la journée d'un chercheur... Il y a des moments où c'était ultra répétitif parce qu'on a une expérience qu'on doit répéter moult fois pour avoir du coup un nombre assez conséquent pour faire des statistiques. Et du coup, cette expérience, moi, elle durait sur 3-4 jours, mais en gros, je pouvais la faire qu'une fois par semaine. Et du coup, toutes mes semaines se ressemblaient un peu. Et après, les semaines où on a fini de faire toutes ces expériences-là, les semaines d'après, c'est beaucoup d'analyse. Donc c'est, là, on fait un peu de code, par exemple. On remplit des tableurs. Là, du coup, ça ressemble à un peu tous les jobs, j'imagine. Et puis moi j'avais des stagiaires aussi, donc je faisais du management d'équipe. Donc on a une blouse blanche tous les jours par contre, parce que dans les labos c'est obligatoire. Okay. Mais ça ressemble plus vraiment, effectivement. En tout cas moi dans ma branche ça ressemblait pas vraiment à ce qu'on s'imagine d'un chercheur. On voit dans les films ou dans les séries. Super intéressant, ça a l'air de faire plein de choses, mais dans ce que tu dis, c'est qu'il y a deux choses en fait. Toi tu voyais pas vraiment l'impact réel que tu avais sur les gens ou sur la société et ce que toi tu recherchais, et en plus toi tu avais aussi la fibre un peu entrepreneuriale, et d'être enfermé dans un rôle, ça t'a pas plu. Et comment tu t'es dit ok, en fait ça c'est pas pour moi, ou c'est plus pour moi? Comment ça s'est fait, ce cheminement de je suis dans mon poste à j'arrête? J'ai entendu beaucoup de podcasts ou beaucoup de gens qui parlaient, qui disent ouais, j'ai eu le déclic et je me suis dit pendant une soirée avec des potes, je vais changer. Et moi, c'est pas du tout fait comme ça. Ouais. Vraiment pas.
c'est des petits questionnements par-ci par-là. C'est est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que j'ai envie de ça? Ça va être très long. Ça va être très long. Ça va être ça toute ta vie. Est-ce que de ça que tu as envie? Il y a aussi des choses qui ont été assez directes, c'est que quand on fait des études dans la biologie, en gros, très rapidement, on propose de faire une thèse. Je me suis posé cette question-là aussi à ce moment-là. Est-ce que j'avais envie de faire une thèse? Du coup, une thèse, c'est 3 ans, donc il faut s'engager sur 3 ans, dans des conditions pas très reconnues quand on est chercheur, sur un projet où, quand on est entrepreneur, on voit un petit peu la ligne de mire, les développements, les futurs. Enfin, en gros, on a ce qu'on appelle un business plan et on voit un petit peu les développements sur plusieurs années. En recherche, pas du tout, il y a ça. Et puis en fait, on ne sait pas comment ça va se passer après, quoi. Toutes ces questions et ces échéances, ça m'a fait me poser ces questions-là. Et puis à côté de ça, en fait, il y avait surtout que je me rappelle d'un jour où du coup, je m'étais engagée pour le Carillon et où on distribuait les livrets. Du coup, en fait, on édite dans des livrets tous les commerçants solidaires qui ont envie de rendre des services gratuitement pour les personnes démunies. Et on avait fait une espèce de maraude, entre guillemets, où on distribuait ces livrets par quartier et où du coup, on se posait à côté des personnes qui étaient à la rue et on discutait avec eux, on prenait de leurs nouvelles, il y en a qu'on voyait souvent. Donc voilà, on essayait de savoir comment ils allaient. Je sais pas combien de temps ça avait duré, genre 3 heures. Ça m'a paru passé en même pas une demi-heure et je suis revenue chez moi et je me souviens avoir appelé ma mère et elle lui avait dit maman là je vis, enfin quand je fais ça je vis vraiment. Enfin, c'est pas de la survie quoi, c'est vraiment je vis pleinement le moment présent quand je fais ça et en fait j'ai envie de faire ça tous les jours, j'ai envie de me sentir comme ça tous les jours quoi, et j'ai pas envie de me sentir pas utile, pas à ma place, qu'en fait j'utilise que 20% de mon cerveau alors que j'ai envie d'en utiliser 40 et que j'ai l'impression d'être bloquée parce qu'il faut que je fasse tout le temps la même chose. Enfin, du coup vraiment c'était cette volonté-là, en fait, il y a eu le côté je me questionne sur mon boulot. En fait, j'ai envie de plus, clairement. Enfin, je pense que j'avais vraiment envie de plus. Et de l'autre côté, il y avait ce truc-là qui me faisait pleinement vivre et où je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'avoir un rôle, un vrai rôle et prendre pleinement une place, quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat social, en fait. Enfin, après, via l'associatif, j'ai découvert Ticket for Change et le MOOC devenir entrepreneur du changement, donc qui est un cours en ligne. Et j'ai vu le premier cours qui est sur Gold of Bengal. Et j'en ai pleuré. Enfin, les 5 minutes, j'en ai pleuré. Tellement ça résonnait, en fait, avec ce que moi, j'attendais de ma vie future, ma vie professionnelle, l'impact que j'avais envie d'avoir. Donc, ouais, c'est pas du tout un déclic comme ça, mais un enchaînement d'événements. Ouais. Un enchaînement d'événements et se poser les questions au fur et à mesure que le temps passe, en voyant que t'étais pas forcément hyper épanouie dans ton job et qu'à côté, tu faisais des choses qui t'épanouissaient beaucoup plus. Et donc là, à ce moment-là, c'est sûr, on se demande, est-ce que je bascule pas de l'autre côté, quoi. Et donc ta démarche, ça a été de te renseigner un petit peu sur l'entrepreneuriat social en faisant, par exemple, le MOOC dont tu parles, etc. Et ensuite, tu t'es dirigée vers le troc de tissu, c'est ça? Ou c'était déjà quelque chose que tu faisais? Enfin, pourquoi t'es allée dans cette direction-là? C'est pareil, je pense que ça a été un peu parallèle l'un et l'autre. Je faisais déjà bénévole pour le Carillon et j'avais déjà une machine à coudre, on m'avait offert une machine à coudre. J'avais déjà commencé à récupérer des tissus, je les découpais, je les vendais sur les marchés en fait le dimanche. Donc je travaillais toute la semaine en recherche et le dimanche je faisais les marchés. Je le fais 2 ou 3 fois je crois, mais ça m'avait bien plu. Et surtout je m'étais rendu compte qu'il y avait un besoin réel de cette matière première-là. Enfin, comment tu t'es lancée à lancer ce premier projet dans l'échange de tissus? Tu l'as fait en parallèle de ton job ou... Ouais, j'ai fait en parallèle toute la partie inspiration. Enfin, en gros, toute la partie est-ce que ça va te correspondre vraiment? Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est aligné à ce que tu espères professionnellement aussi? En fait, c'est un ami à moi qui s'appelle Samuel Giewowski qui est le fondateur de Coexister, une grosse association qu'il a montée à 16 ans et qui m'a dit écoute, dans ton questionnement, ce que j'entends, tu connais Ticket for Change, regarde. Du coup, c'est là où j'ai vu le MOOC et après, je suis allée chercher Ticket for Change, la communauté, et en fait, j'ai eu très envie de rencontrer les gens. En fait, j'en avais beau en parler autour de moi dans le milieu de la recherche, il y avait personne qui s'était tourné comme moi vers autre chose. Du coup, je trouvais pas forcément de l'écho avec les collègues qui étaient autour de moi, bien qu'en fait, quand on a envie d'entreprendre avec un impact social, ça parle à tout le monde.
personne ne partageait vraiment mon envie de quitter la recherche pour faire autre chose. Sur le MOOC, il y a un forum. J'avais demandé à des gens, venez, on se rencontre. Ça avait finalement pas marché. Et du coup, après, je me suis rendu compte qu'il y avait des groupes de ce qu'on appelle des connecteurs tickets qui organisent des soirées. Et la toute première soirée, c'était la finance autrement. J'y connais rien en finance, mais vraiment rien. J'y connaissais rien du tout. Mais je me suis dit, en fait, c'est le moyen d'aller rencontrer des gens qui sont en demande de la même chose que moi. Et du coup, j'y suis allée et... déjà, la nana qui a parlé, qui a présenté son parcours, pareil, elle avait travaillé chez Rothschild, gros parcours, qui décide de changer de vie aussi. Elle a eu un gros traumatisme dans sa vie, ce qui a fait qu'elle a changé complètement de vie, mais ultra inspirante. Et après ça, j'ai continué à discuter, j'ai vu les gens qui avaient autour de moi. On partageait exactement les mêmes temps. C'était fou. J'ai rencontré Valentin qui après était sur le parcours entrepreneur avec moi, qui lui travaillait chez Engie. Il est arrivé en costume cravate, tout bien, voilà. Et puis avec qui on a discuté et qui me disait mais moi je sais pas si je vais continuer. Et puis moi je disais mais moi non plus je sais pas si je vais continuer. Du coup j'avais vraiment besoin de ça en fait, et de rencontrer des gens au même stade, au même questionnement, et voir ses réponses à lui et voir mes réponses à moi. Et en fait, on se rend pas compte la puissance de parler en fait avec les gens, et ce qu'on a en tête et ce qu'on peut parler avec soi-même, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on dit aux gens. Ce qui sort de notre bouche à ce moment-là, comment c'est vrai. Du coup, on s'entend parler et on se dit « Ah, mais oui, c'est vrai, c'est ça, en fait, c'est clairement ça que je... » Et du coup, c'est ça qui m'a fait après... passer plus rapidement à l'action. Ouais, non, c'est vrai que c'est hyper important, je trouve, de rencontrer des gens, surtout si dans ton entourage, t'en avais pas qui se posaient les mêmes questions ou qui voulaient faire autre chose que de la recherche ou autre chose, parce que en fait, quand on a ces questionnements-là, au début, on se dit surtout qu'on est un peu tout seul, que peut-être que c'est dans notre tête, qu'il faut s'accrocher, etc. Et en fait, en parlant aux gens autour de nous, on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas forcément à leur place, et c'est pas grave, faut juste le savoir et l'assumer aussi. Et c'est hyper vrai ce que tu dis, c'est que quand t'en parles, en fait ça devient vrai, c'est pas un truc que tu gardes dans ta tête, donc t'en parles, et donc ça a deux effets. Déjà, tu te comprends mieux, je pense, tu comprends mieux ta situation, parce que quand tu rumines dans ta tête, t'arrives pas trop à faire le bilan, quoi. Donc là t'arrives à poser un peu plus les choses. Et le deuxième avantage, on va dire, c'est que tu l'as dit haut et fort que ça allait pas, que ça t'engage. Donc ça t'engage un peu à sauter le pas, et je trouve ça plutôt cool, parce que au moins tu perds pas de temps, il y a pas de temps à perdre, mais je veux dire, potentiellement tu bouges un peu plus vite. C'est vrai que c'est hyper intéressant de rencontrer du monde, surtout que maintenant tu vois, tu parles de Ticket for Change, mais aujourd'hui il y a quand même plein de structures qui existent comme ça, qui sont assez facile à entrer, pas forcément dans les programmes, etc., mais rien que dans les meet-up, les after-work, les soirées ou les ateliers, c'est quand même assez simple d'y aller, c'est gratuit, et potentiellement tu peux parler avec plein de monde, donc c'est vrai que c'est hyper cool. Moi je sais que ça m'aide vachement aussi dans mon cheminement, donc c'est hyper cool que toi aussi ça t'ait aidé. Et donc du coup tu rentres dans le programme Ticket for Change. C'était quoi ce programme exactement ? D'abord, je voulais juste dire un truc en plus par rapport à tout à l'heure. C'était juste si j'ai eu un déclic, il y a eu une seule chose que je me suis dit. Et en fait, le jour où je me le suis dit, c'est ce qui m'a aidé aussi à sauter le pas. C'est super dur de passer à l'action, en fait, de se dire, ok, je suis pas bien, je sais qu'il y a autre chose, mais il faut faire l'action. Comment j'y vais, est-ce que j'y vais, mais il y a plein de peurs, en fait. Il y a, je vais manquer de financement. J'habite à Paris. Comment on paye un appart à Paris quand on n'a plus que le chômage? Il y a plein de choses comme ça. Et en fait, avec la famille, les amis, les soutiens que j'avais, les gens autour de moi, c'est l'énergie en fait que ça dégage aussi de parler avec ces gens-là, les gens qui nous ressemblent, qui sont dans les mêmes questionnements que nous. En fait, il y a une énergie folle derrière pour justement oser passer ce pas-là. Il y a une phrase qui m'est restée en tête, c'est « Tu ne seras jamais à la rue. Jamais, jamais, jamais. Mais jamais. » Je me suis dit, mais il faudrait que, je sais pas... que je tue la moitié de ma famille pour que tout le monde me renie, quoi. Mais je me souviens, je comptais les gens de ma famille, je disais, mais en fait, on me laissera jamais tomber. Je sais pas, je me suis rendu compte de ça, en fait. Je me suis rendu compte, en fait, de la chance que j'avais aussi d'avoir tous ces proches-là et qui roulent pas forcément sur l'or, mais qui vont pas me laisser à la rue si jamais ça marche pas, si jamais j'ai plus d'argent et si jamais je dois rentrer à la maison ou quoi. Ils me laisseront jamais tomber. Et quand on se rend compte de ça, en fait, déjà, on se rend compte de la chance qu'on a, vraiment. Et le deuxième truc, c'est qu'on se dit, mais en fait... j'ai plus aucune raison de pas y aller, en fait. Si j'y vais pas là, c'est une volonté de pas y aller. J'ai toutes les chances de mon côté pour y aller et commencer à développer mon projet.
Ouais, c'est hyper important, ça, de se sentir épaulé. Et là, le fait de te dire ça, de dire je serai jamais à la rue, ça t'a aussi enlevé un peu tout ce poids potentiellement que tu portais en te disant bah mince, comment je vais faire. Et c'est vrai qu'on se pose vachement la question parce que au-delà d'avoir le chômage ou quoi, c'est clair que si on habite à Paris, c'est hyper compliqué. Et puis moi, je sais que ma grande question aussi, c'était je sais pas si c'est vraiment une question, mais je me disais mais attends, en fait là j'ai envie d'arrêter de bosser, mais si je gagne plus d'argent, je vais quand même pas retourner chez mes parents, quoi. J'ai 27 ans, tu vois, t'as un peu de honte, un peu de culpabilité, tu sais pas trop. Et en fait, au moment où tu te poses les bonnes questions et que tu en parles aux autres et que tu vois qu'ils te soutiennent, tu te dis en fait là mes questionnements et mes trucs c'est n'importe quoi, c'est des trucs que je me montre toute seule dans la tête. Donc faut arrêter. C'est des excuses constantes. Ouais, c'est des excuses qu'on se met et puis forcément on a peur, quoi. Enfin c'est pas surtout que toi donc t'as fini tes études et ensuite directement t'as enchaîné et donc tu vois, t'as pas connu de période de chômage, t'as pas connu de période entre deux, donc forcément se dire j'arrête, c'est compliqué quand tu l'as jamais vécu. Donc forcément, c'est normal, quoi. Et donc oui, pour revenir au parcours, donc t'en as entendu parler grâce à ton ami qui a fondé Coexister, c'est ça? Pourquoi t'es rentrée là-dedans et en fait c'est quoi un peu ce parcours? Est-ce que tu peux expliquer? Alors ça a vachement changé depuis, c'est plus du tout la même chose. J'avoue, j'ai pas trop suivi ce qui avait changé, mais le parcours en fait c'était un parcours sur 6 mois pour accompagner de l'idée à l'action. Donc j'ai une idée maintenant, comment je passe de cette idée à un vrai projet entrepreneurial et d'entreprise, quoi, réel. En gros, ce qui m'avait vachement plu là-dedans, c'était que on partait. Donc il y avait 2 week-ends. Ça commençait en juin 2017. Il y avait eu 1 ou 2 week-ends, je crois. Et puis après, on partait pendant 10 jours avec 60 entrepreneurs sociaux dans 2 bus. Et on faisait le tour de France de l'entrepreneuriat social. Et ça, je me suis dit, mais moi qui avais adoré rencontrer des gens qui me ressemblaient, qui étaient dans le même moment de développement, etc., je me suis dit, mais ça, c'est de l'or, en fait. C'est vraiment genre... j'ai rencontré pendant 10 jours, c'est 60 personnes qui partagent le même truc que moi. Et véritablement, c'était une grande aventure humaine avant tout. Même avant le projet entrepreneurial, c'est vraiment des gens d'une vingtaine d'années à 77 ans, je ne sais plus quel âge ils avaient les plus vieux, mais qui partagent à différents moments de leur vie ce questionnement-là. Et en fait, on se rend compte qu'on est tous passés par une grosse phase de remise en question de soi, d'alignement de ce qu'on est et ce qu'on a envie d'être. C'était vraiment de l'or humain, quoi. Je sais pas comment dire, mais moi, c'est ça que je retiens quasiment le plus de Ticket for Change. Et après, ce qui était très bien et très bien fait aussi, c'est il t'accompagne sur tout ton développement de projet. Une idée, c'est bien, mais en fait, une idée, c'est quoi ? Comment t'écris derrière ta mission d'entreprise, tes valeurs d'entreprise, le développement futur de ton projet, quelle équipe il te faut. Et tous les jours, en fait, on t'a fait sur un domaine du projet et on rencontrait des mentors, mais des mentors super spécialisés dans ce domaine-là et qui du coup nous challengeaient à longueur de journée sur ok, t'as pensé à ta com, c'est un exemple sur ta charte édito, t'abordes ce point-là et du coup est-ce que t'as pensé à ça et tu pourrais faire ça et ça, voilà. Et ça c'est une machine à laver constante où on se fait bouger dans tous les sens et il y en a énormément pendant le parcours qui disent qui font des pivots, c'est-à-dire que ils sont partis d'une idée à la base et en fait ils en développent une autre et et ils changent comme ça. Et le premier truc qu'on nous dit à Ticket for Change, il y a 2 choses qu'on nous dit, c'est tomber amoureux de votre problème et pas de votre solution. En gros, à quel problème tu t'attaques ? Avec ce même problème-là, il peut y avoir 20 personnes sur le même problème qui développent 20 solutions différentes en fait. Et la deuxième chose, c'était faites confiance au processus parce que ça prenait... Donc pendant ces 10 jours, en fait, on avait un jour une question, en gros. Et en fait, on était en constant re-questionnement sur le projet tout le temps. Et en fait, ça va tellement vite qu'on a des fois même pas le temps de réfléchir. Et du coup, on arrive devant les mentors et on déballe comme ça ce qu'on a comme idée. Et en fait, ça sort bien. Et en fait, on s'écoute et on se dit, mince, en fait, j'avais pas forcément posé ça par écrit, mais j'y avais quand même pas mal réfléchi. Et du coup, à la fin du processus, à la fin des 10 jours, il y a encore 3 week-ends derrière. Et ça finissait en décembre
2017, ouais. Et c'est nous, à ce moment-là, avec Antoine, qu'on a décidé de se mettre ensemble sur le projet We Dress Fair, parce que du coup, on était ultra complémentaires. Antoine, il a la vision très stratégique d'entreprise. C'est un financier à la base, donc il connaît tout ce qui est possibilité de financement, etc. Et puis, il a fait une école de code, donc c'est lui qui a codé la première version du site. Et moi, j'ai tout le côté plus communicant en tout cas, et puis le côté visuel créatif. Et du coup, on se complétait vachement bien en fait sur ce projet-là aussi. Et on a vachement bien aimé travailler à côté l'un de l'autre. Du coup, on s'est dit à la fin, on a fait confiance au processus et du coup, le processus nous offre ça. Donc voilà. Ouais, c'est hyper marrant. Du coup, toi, t'étais rentrée avec un autre projet et à la fin, tu t'es dit, bah non, je vais poursuivre plutôt avec Antoine. C'est hyper marrant parce qu'on pourrait se dire, bah tu rentres avec un projet, tu ressors avec un projet, mais au contraire, là, c'est plein de rencontres qui font potentiellement que tu vas te diriger vers autre chose. Et du coup, pourquoi t'as voulu continuer avec Antoine et pas ton projet? Tu pensais qu'il y avait plus d'opportunités? Tu t'es dit, bah, ça va être mieux parce qu'on est à deux? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait ça? Parce que je suppose que quand on porte un projet, bon, après, dans ce que tu dis, c'est tomber amoureux de votre problème et que potentiellement, tous les deux, vous aviez le même problème. Donc, c'est potentiellement ça. Mais forcément, je suppose que tu as dû te poser des questions quand même sur ton projet que tu avais quand même mené un petit peu pendant ces quelques semaines, quelques mois. Là, ça a été quoi le déclic? Est-ce qu'il y en a eu un en disant... Je pense que le point, en fait, c'est déjà, quand on commence à entreprendre, un des premiers trucs qu'on fait, c'est on veut s'entourer d'une équipe parce que tout seul, c'est super dur. Et même après quelques mois de développement, tout seul, c'est vraiment très dur, en fait. Il faut contacter des mentors pour pouvoir parler, pour pouvoir challenger ses idées, etc. Quand on est tout seul, il faut vraiment faire cette démarche-là. Beaucoup plus simple quand on est à deux, du coup. On n'a pas forcément tout le temps les mêmes idées. Du coup, on challenge beaucoup les idées de l'autre. Du coup, ça fait avancer plus vite. Il y a plus d'impact. Moi, en fait, je pense que... pourquoi j'ai rejoint ce projet-là? Déjà, j'y croyais énormément. Antoine, c'est un entrepreneur de malade. Je pense qu'il est droit, il est rigoureux dans son taf. Il a une vision claire, il sait où il va. Et en même temps, il a cette sensibilité extrême, en fait, du coup, au problème social auquel il s'attaque. Et c'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part. Je pense que c'est toujours quelque chose qu'il a eu et qu'il a défendu depuis de longues années. Il s'est jamais senti très bien dans le milieu dans lequel il était, la finance. Et lui, il a toujours dit j'ai commencé mon stage en finance, je savais que j'allais derrière jamais y rester, quoi. Et en fait, le fait d'avoir été à l'opposé, lui, l'a conforté énormément dans le fait qu'en fait, il avait envie de se battre pour réduire les inégalités sociales, pour se battre pour un monde plus équitable. J'ai rejoint aussi cette personne-là. J'ai rejoint le projet. Effectivement, j'y croyais énormément à We Dress Fair, mais je crois que je crois encore plus à Antoine que je crois énormément à We Dress Fair. Mais ouais, je crois que Antoine, il m'a porté là-dessus. Il me valorisait beaucoup plus aussi sur le côté communicant et toutes les qualités du coup que je pouvais avoir et qu'on le voit très peu quand on reste tout seul. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui a fait la force, et qui fait aujourd'hui la force de We Dress Fair et qui a fait la force de We Dress Fair au début, c'est qu'on forme une bonne équipe. Vous êtes super complémentaires. Non, mais c'est super cool que tu l'aies rencontré. Je pense que d'un côté, lui, il a vu que tu avais de belles qualités et de belles choses à faire avec toi, et toi aussi de ton côté. Donc, je trouve ça hyper intéressant, l'association des deux. Donc, c'est une belle rencontre. Et du coup, vous avez fini le programme en décembre 2017, c'est ça? Et donc après, vous vous êtes lancé avec We Dress Fair. Ça a été quoi les premières étapes? Parce que je sais que maintenant, tu es à Lyon. Tu as déménagé à Lyon pour lancer We Dress Fair. Comment ça s'est fait? Ouais, du coup, en décembre, j'ai déménagé à Lyon. En janvier 2018, on lançait We Dress Fair. On crée la structure juridique et on commençait à s'attaquer à remplir le site. Donc Antoine avait déjà développé la première version du site, ce qui marchait déjà très bien. Et on commençait à contacter toutes les marques qu'on avait déjà listées pas mal. Et on s'est rendu compte en fait que donc on a lancé le site en mai 2018 et on devait le lancer en février-mars. Donc on avait... Je crois au tout début de marques qu'on avait contactées, on en avait genre un peu plus d'une trentaine, il me semble. Et en fait, on s'est rendu compte que ça allait pas répondre au marché. En faisant des questionnaires aux futurs consommateurs, etc. En fait, c'est très intéressant de revenir à c'est qui mon acheteur, en fait, finalement, derrière. Et en fait, entre nous, l'idée qu'on se fait et ce que l'acheteur, il a réellement envie d'avoir derrière, il y a vraiment un gap des fois. Et en fait, on avait rentré que des marques... les marketing sont pas très connus, mais là, on avait rentré que des marques inconnues au bataillon et qui ne correspondaient pas au catalogue général de ce que les gens attendaient. Et du coup, on s'est dit, mais mince, il faut qu'on change de modèle. En fait, on peut pas faire que ça, quoi. On peut pas faire... c'était une marketplace, donc c'était l'idée de mettre des produits de marque en avant sans avoir de stock en propre. Et du coup, de prendre une commission sur les ventes.
mais que tout ce qui est le service après-vente, les envois de colis, etc., c'est les marques qui prenaient en charge ça. Et c'était des marques éthiques, c'est ça? C'est des marques éthiques, ouais. Du coup, en fait, on avait préécrit une charte, on a créé un board, machin, etc., pour vérifier cette charte. Après, on a commencé à sélectionner les marques comme ça. Donc, on s'est rendu compte déjà qu'il y avait une problématique, c'est que dans le secteur, il y a des typologies de marques complètement différentes. Il y a un Veja, et puis il y a une petite marque éthique qui vient de se monter. Les deux ne traitent pas du tout de la même façon avec les intermédiaires. Et du coup, il fallait, si on veut avoir et Veja et la petite marque éthique, et en fait, il faut 2 modèles différents. Et du coup, d'une marketplace, on est passé à une marketplace et un site d'achat-revente. Donc là, on s'est dit, il va falloir qu'on achète du stock, qu'on stocke. Donc là, il faut stocker, c'est une autre problématique. Et du coup, il faut avoir une capacité d'achat assez élevée. Et du coup, il faut aller chercher des financements, il faut de l'argent. Et du coup, en fait, on a eu la chance de faire une petite levée en Love Money pour pouvoir commencer. Et du coup, on est allé chercher un Veja, on est allé chercher après d'autres marques donc plus établies, qui en fait allaient ramener aussi l'attraction sur le site et permettre aux petites marques, enfin plus petites et moins connues, qui étaient tout aussi engagées, même voire plus des fois, à avoir cette visibilité qu'on leur promettait, quoi. Et du coup, on a intégré ces gros aussi à la plateforme, et du coup, on a un modèle hybride aujourd'hui. Donc on a du stock, on achète en ferme certaines collections, et pour l'autre côté, on fait de la marketplace, donc on prend des commissions sur les ventes. Et après, on a été intégré à Make Sense. Donc, on a continué notre parcours d'incubation. Et du coup, on a déménagé à Paris. On est revenu à Lyon, puis on est reparti à Paris pendant 6 mois. Et en septembre, on est revenu à Lyon. Okay. Et donc là, ça fait 1 an qu'on est à Lyon. Et on vient d'ouvrir la boutique à Lyon. On aime vraiment la région et c'est une vraie volonté de décentraliser la mode éthique. Ok, parce que toi, de base, tu viens de Paris ou pas du tout? Pas du tout. Je suis bordelaise et Antoine, il est clermontois. D'accord. Pourquoi Lyon? Et Lyon, parce qu'on adore la montagne. Ok. En fait, en sortant du parcours entrepreneur, tous les deux, vous n'aviez pas forcément de pied-à-terre, vous êtes dit on va aller à Lyon? Antoine a été à Lyon. Ah d'accord. Antoine était déjà à Lyon, ouais. Ok. Et toi, ça te dérangeait pas d'y aller? J'ai toujours bougé, en fait. Depuis mes 18 ans, j'ai déménagé 6 fois. Donc, en fait, je crois que ça me dérangeait pas une fois de plus. Non, mais ouais, c'est super cool. Et c'est vrai que c'est bien aussi de décentraliser la mode éthique parce qu'on voit quand même beaucoup de choses qui se font à Paris. Ouais. C'est bien de diversifier, quoi, que ça aille un peu partout. Et du coup, c'est hyper intéressant. Donc, ça, de se confronter un peu à votre public, à votre audience, c'est pas vraiment une audience, mais à vos clients, ça vous a permis d'affiner votre modèle. Et après, dans ce que tu dis, c'est que pour aller chercher des financements, vous avez fait appel à des proches. Et du coup, vous avez acheté un local. Comment ça s'est passé pour stocker? Ouais, c'était là, on était en plein dans la start-up de début. On a loué, en fait, on a trouvé un site qui proposait de louer des box à Paris. Ça coûtait super cher, mais à côté des box super chères, il y a des gens qui proposent de louer leur cave ou une pièce dans leur appartement, etc. Et en fait, on a repéré une devanture d'un magasin. Du coup, ce site, je ne sais plus comment tu t'appelles, petit site, mais si tu m'entends, du coup, il y a une faille dans ton processus. Puisque du coup, on a trouvé la devanture du magasin. Et du coup, on est passé directement, en fait, par le magasin, sans passer par ce site-là. Et du coup, on lui a dit, voilà, nous, on veut bien louer votre cave. C'était une pièce de sport pour les enfants. Elle avait une cave gigantesque. Et du coup, on a loué sa cave pendant les 6 mois où on était à Paris. On mettait tout notre stock dans cette cave. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une commande, il fallait qu'on aille à la cave, qu'on fasse le colis, qu'on aille envoyer le colis à la poste. En vrai, c'était épuisant, mais quand on y repense, c'était rigolo, quoi. C'était vraiment le début, voilà. Et après, le stock, il a été dans la chambre d'Antoine. On devait faire le colis de la chambre d'Antoine. Avant ça, le stock a été à Clermont. Enfin, du coup, ça a été un micmac jusqu'à ce qu'on arrive à avoir tout à Lyon. Et du coup, ça nous arrivait, même 2 mois après être installés à Lyon, de recevoir encore des colis à Paris, à Clermont. Enfin, c'était n'importe quoi, mais du coup, c'était... Enfin, voilà. C'est les débuts, quoi. C'est les débuts qui sont... c'est les anecdotes, c'est les boîtes au début, quand ça commence et qu'on galère et qu'on essaye de trouver des solutions intermédiaires. Ouais, mais ça c'est un peu normal, c'est au début tu fais tout à la main et après tu arrives à automatiser ou à bien trouver ton mode de fonctionnement, quoi. C'est un peu ce que tout le monde dit au début. Et du coup vous avez acheté pas acheté votre première boutique, mais ouvert votre première boutique. Donc ça fait quoi, 2 ans du coup que vous avez lancé? Un peu moins de 2 ans, ouais. Donc ça veut dire que ça fonctionne quand même pour avoir eu les moyens d'ouvrir une première boutique? Ouais, j'aime bien cette question parce qu'on ne sait jamais quoi vraiment répondre. Ça fonctionne, oui. Non mais c'est super bien parce que souvent dans les invités que j'ai eu ou quoi, c'est vrai qu'ils ont un peu du mal à se rémunérer ou à faire d'autres choses au début. Alors nous, on a fait le choix de rémunérer d'autres personnes avant nous. Donc aujourd'hui, on est 6 dans l'équipe. Il y en a 2 qui sont en alternance. Résolument, on les a pris en alternance parce qu'on voulait des contrats plus longs et pouvoir engager les gens sur autre chose que 6 mois.
enfin voilà, où c'est fini, quoi. Il est rémunéré un peu plus, payer les écoles, etc. Et on a 2 personnes qui sont à temps plein, là, par contre, sur We Dress Fair. Une qui est en logistique, gestion, du coup, la logistique a beaucoup augmenté depuis, donc on pouvait plus faire ça dans une chambre ou quoi. Qui est sur toute la partie logistique, service après-vente, service client, gestion de l'espace, donc gestion boutique, etc. Et Victoria, donc elle c'est Eva, elle s'appelle Eva. Et l'autre c'est du coup Victoria, qui elle est plutôt responsable marketing d'influence sur Paris. Donc elle est pas à Lyon, mais elle est sur Paris. Qu'on paye aussi à temps plein aujourd'hui. Et après, il y a Antoine Kevin, qui est un 3e associé, qui est à 10% de la boîte, qui du coup lui est plutôt sur la partie tech, c'est le CTO, qui du coup est plutôt, il va gérer toute l'équipe tech sur les rétro-planning, etc. Enfin, parce que du coup, on a tout développé en interne. Le site, il est custom, ce qui fait qu'on est quand même super mobile aussi et agile sur le développement de notre site web. Antoine code toujours aussi, il fait la maintenance du site. Donc, il y a Antoine associé, Kevin et moi, du coup, en associé. Et je suis la première à me rémunérer depuis septembre. Ouais, donc c'est quand même un peu compliqué au début, quoi. Oui. En même temps, c'est normal. C'est les choix qu'on fait en fait. On a voulu payer d'autres personnes avant nous. On aurait pu faire l'inverse, continuer à bosser qu'à 2 et commencer à se payer nous d'abord avant d'embaucher. Voilà, nous on a préféré faire l'inverse, mais tous les modèles sont bons. Hein. Oui, je me doute, mais non, mais c'est hyper intéressant. Et puis en plus, ça permet de fédérer une vraie équipe autour de vous avant de vous rémunérer. Et donc vous avez ouvert la boutique, c'était quand exactement ? 7 septembre 2019. Et du coup, ça se passe comment ? C'est vous qui la gérez ou il y a des personnes en boutique ? Comment ça se passe ? Pour l'instant, c'est encore nous. Enfin, on a des demi-journées, on travaille par demi-journée. Donc, on a les bureaux en haut, donc c'est rigolo. Il y a les équipes qui sont sur web, sont toujours connectées à la boutique de toute façon. Et ce qui est vachement appréciable, en fait, c'est que les produits, on les voit tous les jours. On a les retours clients directs. Là, on n'est plus derrière notre ordinateur à essayer de savoir est-ce que tu es content, t'es pas content. Là, le mec, il rentre, on voit ce qu'il regarde, on voit ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, pourquoi. Du coup, on peut très rapidement savoir du coup ce qui plaît, ce qui plaît pas. Sur un site, c'est super compliqué, trop complexe pour les débuts pour une boîte, quoi. Et en même temps, on a les retours de les tailles, notre sélection de produits, les informations qu'on a. Enfin voilà, tout ça c'est beaucoup plus rapide et du coup les équipes web sont juste au-dessus, ils entendent tout ce qui se passe et du coup, enfin voilà, on adapte beaucoup plus facilement notre communication et toutes les infos qu'on donne à notre cible qui du coup vient en boutique, quoi. Ok, et c'était des gens qui connaissaient We Dress Fair ou pas forcément ? C'est des gens qui passent Ouais, devant. pas forcément, ouais. En fait, on double plutôt notre audience, plutôt de la faire venir en boutique. Il y a pas mal de gens qui connaissaient pas du tout et qui passent dans la rue et qui du coup sont intrigués et rentrent. Et après, maintenant, on voit quand même beaucoup de gens qui reviennent, qui amènent d'autres personnes, etc. Donc ça, c'est ultra cool. Et après, c'est sympa aussi pour... des retours qu'on a eus, c'est sympa pour eux de savoir que c'est nous qui l'avons monté, de connaître l'histoire aussi, de pouvoir discuter avec nous, etc. Antoine et moi, on n'y est pas beaucoup sur la boutique, on n'est qu'une demi-journée par semaine. Mais moi, c'est toujours un moment que j'adore parce que du coup, là, on fait notre vrai métier, quoi, en fait. On parle de nos produits, on parle des matières premières, on parle du pourquoi c'est mieux, on parle de acheter éthique, on parle de tous les questionnements qu'ils ont. Enfin, moi, j'adore. C'est toujours les moments que j'adore. Ah ouais, non, parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué de s'en rendre compte. Enfin, même si votre site est bien fait et que on a les informations quand même qu'on veut, je trouve que dans la mode éthique ou la mode responsable, c'est quand même super compliqué de s'en sortir ou de trouver les bonnes infos, que ce soit autour de la matière première, que ce soit autour de l'acheminement des produits, de plein de choses. Et donc du coup, on a du mal à savoir quoi acheter, qu'est-ce qui va être le plus responsable, le plus éthique, etc. Donc là, vous avoir en face, ça permet de poser toutes vos questions. Et du coup, elle est située où cette boutique pour s'il y a les auditeurs qui passent sur Lyon, elle est où exactement ? Alors c'est en bas des Pentes, c'est 4 rue des Capucins. On a la chance d'avoir 80 mètres carrés de surface de vente. Du coup, on a une partie pour les hommes, une partie pour les femmes. Et on organise très régulièrement des conférences. Donc, c'est ce que tu disais, en fait, c'est compliqué de savoir dans la mode. Tu disais dans la mode éthique, mais dans la mode en général, en fait, c'est ultra complexe. Et du coup, nous, notre vraie volonté, c'est de ramener de l'information sur tous les canaux qu'on a. Donc, que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur notre site. On lance une deuxième version du site qui est censée sortir d'ici quelques semaines, où on ramène encore plus d'informations sur notre point de vente,
Du coup, dans la boutique, on a essayé d'inclure aussi beaucoup d'infos du pourquoi on a choisi cette marque, c'est quoi l'avantage du coton bio par rapport au coton classique, etc. Enfin, d'autres matières, on présente plein de choses. Et du coup, on organise aussi des conférences sur des thématiques qu'on nous demande, en fait. Ça fait déjà 4 qu'on organise. La dernière, c'était avec Naïla Adjaltouni, qui est du coup la coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette, qui se bat depuis des années pour le droit notamment des femmes ouvrières à l'autre bout du monde. Le questionnement qu'on lui a posé, c'était sur l'engagement citoyen. Est-ce que ça sert à quelque chose aujourd'hui de s'engager en tant que citoyen ? Et évidemment, on nous disait que oui, que l'achat responsable est important, mais qu'il faut qu'il s'accompagne d'un engagement citoyen derrière, signer des pétitions, connaître les projets de loi, etc. Ouais, non, complètement. C'est hyper intéressant que vous ayez à faire tout ça. C'est hyper cool. Et du coup, là, pour revenir un petit peu à ce que tu disais au début, est-ce que là, avec ce projet, tu as l'impression d'avoir un réel impact ? Ouais. Après, il y a la réalité du boulot, quoi. Enfin, la réalité du business derrière qui nous rattrape des fois. Mais par contre, tous les jours, même s'il y a la réalité de ce business-là derrière, tous les jours, je me dis en fait, l'impact que j'ai, il est là tout le temps, dans toutes les actions qu'on fait. Et d'ailleurs, on a écrit notre charte de valeurs chez We Dress Fair et on essaye à chaque fois qu'on lance un nouveau projet, qu'on passe ce projet au crible de nos valeurs et dire ok, ça rentre là-dedans, ça rentre là-dedans, ça rentre là-dedans. Ok, s'il y a un truc où ça rentre pas dedans, en fait ça nous ressemble pas. Du coup, non, ce projet on l'abandonne et d'autres projets qu'on développe comme ça, quoi. Ouais, c'est comme ça que vous arrivez à suivre. Ouais, c'est comme ça qu'on arrive. Et puis après, on aimerait toujours en faire plus. Moi, j'aimerais toujours en faire plus. Il y a tellement de choses à faire et on a envie de développer plein de projets parallèles. Aujourd'hui, j'en parlerai pas parce que ça sert à rien et parce que du coup, on sait pas si on va les faire. Mais ouais, on est toujours à la recherche constante de comment on peut faire mieux. Et après... Donc il y a le côté impact que je trouve beaucoup et que j'arrive toujours à retrouver, et notamment au contact des gens dans la boutique, c'est hyper appréciable, beaucoup plus que le digital. Donc, c'est super dur le digital d'avoir un retour positif et il y a beaucoup de gens qui sont... C'est très facile le retour négatif, mais le retour positif est un peu plus compliqué, il faut aller le chercher. Après, nous, on a quand même une communauté qui est vraiment, vraiment encourageante. On reçoit des messages d'amour qui sont mais vraiment... Enfin, on les relit quand on va pas bien parce que ça fait tellement de bien. On a des clients fidèles qui sont vraiment adorables, qui nous envoient des petits mots. C'est vraiment très chouette, quoi. Donc il y a le côté, où est-ce que je disais, il y a le côté impact, mais il y a aussi le côté liberté. Je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui et je pense que c'est ce qui m'avait manqué en recherche aussi, où je me sentais à une place très définie et où en fait on m'autorisait pas trop à aller voir ailleurs. Là du coup je me sens très libre de tout en fait. Je me sens très libre de me dire ok, on développe ça ou on le développe pas, mais en fait je peux déjà au moins essayer de savoir, de proposer ça. Je peux après quand on monte sa boîte, en fait finalement on est maître de tout, quoi. On inclut vraiment tout le monde, donc on essaye d'avoir quelque chose de très horizontal, mais en fait on se construit vachement bien là-dedans et moi j'adore ça puisque ça vient de nous aussi, donc la boîte elle est vraiment à notre image et ça c'est quand même ultra important pour moi. Ouais, c'est ton bébé et t'arrives à faire ce que tu veux avec, avec tes associés, etc. Mais je pense que ce sentiment de liberté doit être hyper important et hyper intéressant et en contradiction avec, comme t'étais avant, un peu dans ton carcan à faire tout le temps la même chose et tu pouvais pas trop faire ce que tu voulais. Donc ça a l'air hyper intéressant, ça donne grave envie. Donc on arrive un petit peu à la fin de notre échange. J'aime bien poser ces questions en fin d'interview. Si t'avais des conseils à donner à des personnes qui ont envie de se lancer comme toi? Comme j'ai eu la petite phrase qui m'a permis en fait de sauter le pas, c'est faut se rendre compte en fait de tout ce qu'on a en fait et de faire un bilan un peu. J'ai tout ça en fait et en fait est-ce que du coup aujourd'hui j'ai la capacité de monter ce projet-là? Oui, en fait aujourd'hui j'ai très peu d'exemples de gens où je me disais mais lui faut pas qu'il monte un projet et je pense que en fait tout le monde est capable de monter quelque chose. Après faut s'entourer des bonnes personnes, faut avoir la bonne idée, mais ça rendra toujours plus riche d'essayer, de faire, de sauter le pas, d'oser. Ouais, peut-être c'est ça le conseil, oser. Faut pas perdre la confiance en soi en fait. Je pense que vraiment ça c'est ultra important. Avoir confiance en ses capacités, en ce qu'on sait faire, en qui on est. Et en fait, ce qu'on peut pas nous enlever, c'est ça. C'est vraiment qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que j'ai envie d'être et comment je vais faire pour l'atteindre, quoi. Ça appartient qu'à nous, en fait. Et il y a personne d'autre, même un mentor, même quelqu'un qu'on respecte au plus haut point, qui peut dire non, c'est pas toi, et toi t'es ça, et toi tu dois faire ça. Personne, quoi.
Par contre, ça, c'est dur à des fois s'en rendre compte. Et du coup, je pense que ce qui est important, c'est de faire tout ce travail d'introspection. Pourquoi je suis là, pourquoi j'ai envie de ça, de quoi j'ai envie aussi. Et après, de se faire confiance. Il faut vraiment se faire confiance. C'est vrai que c'est hyper compliqué parce que souvent, quand on n'est pas très bien dans ce qu'on fait, on perd un peu confiance parce qu'on n'est pas en pleine capacité de nos moyens, on se laisse un peu aller, enfin, il y a des choses comme ça. Donc, c'est dur d'oser, d'avoir confiance. Mais justement, en se posant les bonnes questions, comme tu dis, en se demandant si ça fait sens pour moi là où je suis, pourquoi j'ai envie d'aller dans telle direction, etc. Là, on arrive peut-être un peu plus à faire ça et surtout de regarder un petit peu autour de soi et de se rendre compte que en fait, c'est pas que des génies ou des magiciens qui ont monté des projets, c'est tout un chacun peut y arriver tant que tu as l'envie et tant que c'est en lien avec tes valeurs et que tu vas être épanoui là-dedans, quoi. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. En fait, on n'a pas besoin d'être un génie. On n'a pas besoin de tout savoir. Et combien de fois on s'est planté avec Antoine et combien de fois on s'est dit merde, si on avait écouté le podcast de un tel et un tel, lui, je suis sûre, il avait tout bien fait depuis le début. Mais en fait, non, personne n'a tout bien fait depuis le début. Et nous aussi, on s'est planté des fois. Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels on s'est planté. Là où il faut le regarder autrement, c'est de se dire en fait je me suis plantée, mais c'est pas pour rien que je me suis plantée. Mais voilà, genre il faut que je le fasse pas la connerie une deuxième fois et du coup pourquoi j'ai fait cette connerie là et hop je repars derrière quoi. Et du coup confiance en soi. Et plutôt alors que c'est beaucoup plus positif que dénigrement et puis repartir dans un cercle négatif quoi. Ouais non c'est clair, mais je trouve ça hyper intéressant pour ça l'entrepreneuriat parce que j'ai l'impression qu'on forcément vu qu'on lance plein de trucs en même temps, il y a forcément des choses qu'on va pas bien faire ou on va échouer parce qu'il n'y a pas la réponse du marché ou autre chose. Ça apprend à rebondir parce que tu as un échec, ok, mais tu apprends de cet échec et tu vas ailleurs ou tu fais autre chose ou tu fais mieux ou tu fais d'une manière différente. Alors que je trouve que ce soit dans notre éducation, à l'école ou même dans les premiers emplois quand on est en CDI, etc., cette notion de l'échec, on l'a pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, échec, ça veut dire mauvaise note ou échec, ça veut dire, licenciement, ça va un peu loin, mais en gros, c'est pas, t'as échoué quelque chose, c'est pas grave, ouais. Tu vas faire différemment. En fait, j'ai l'impression que tout au long de notre vie, on nous apprend que l'échec, c'est mal. Et du coup, l'entrepreneuriat, ça fait peur d'y aller, mais au moins, quand tu y es, t'apprends que l'échec, c'est pas si grave, en fait, parce que, il y a pas mort d'homme, quoi. Ça, c'est le modèle français, hein. Parce que quand, du coup, moi, j'ai fait une année d'études aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose, hein. Ouais, on a le droit d'échouer. On a le droit d'échouer et même c'est bien mon gars. Il y a plein de films à la recherche du bonheur. Là, je sais pas, je l'ai revu il y a pas longtemps. Le mec, il se retrouve à la rue et puis après, il monte son truc de finance, je sais pas quoi là, et du coup, il devient millionnaire et du coup, c'est le modèle du self-made man et du coup, mais parce qu'il a échoué au départ. En fait, c'était juste un mec lambda qui était monté et qui, dans l'imaginaire américain, c'est encore mieux. Du coup, c'est vrai que c'est le modèle français qui fait ça, qui est vraiment, on appuie là où ça fait mal, quoi. Là, t'es pas bon, et là, il faut, t'es pas bon là-dedans. Au lieu de dire, mais là, t'es super bon, en fait. Et va là-dedans, en fait. C'est là où tu t'épanouis. Et après, les échecs dans l'entrepreneuriat, ils font mal quand même aussi en France. Ils font quand même très, très mal. Mais on a la chance, en fait, quand on entreprend dans quelque chose qui a du sens. C'est quand même autre chose que quand on entreprend dans des trucs super classiques et où là, on se prend des bâches, mais monumentales. Je dis pas que c'est un monde de bisounours et que on monte des trucs et on va pas gagner de thunes et je dis pas ça, mais je dis juste que en fait tout le monde est bienveillant. Il y a quand même une recherche d'intérêt général derrière qui réunit et qui est pas sur la recherche d'un profit toujours maximum. On est plutôt sur des questions profondes d'existence, etc. Et du coup, là en fait, c'est ça qui est ultra positif là-dedans. Et du coup, dans l'échec, en fait, il y a quand même quelque chose de super positif derrière. Ça fait vivre. Ça fait beaucoup plus vivre, quoi. Non, c'est sûr, parce que même si We Dress Fair n'avait pas fonctionné ou pas continué, vous auriez quand même eu un rôle pendant cette période à sensibiliser les personnes, à montrer qu'il y a une autre mode qui existe et qu'on peut consommer différemment. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, vous gagnez à l'arrivée, quoi. Donc, c'est super cool. Et donc, ce que j'aime bien aussi poser, vu que le podcast s'appelle Bonjour l'Inspi, c'est de savoir si toi, tu as des inspirations dans la vie ou qui t'inspirent dans ton boulot. Je suis très sensible à les femmes fortes. J'adore, je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai eu beaucoup de modèles de femmes fortes qui m'ont éveillée pas mal. Dans mon enfance, c'était tous les films de Miyazaki. Je sais pas si c'est les films japonais. Il y a un film qui s'appelle Nausicaa et du coup c'est une femme forte qui va sortir sa ville c'est un poison qui se développe dans la nature. C'est très lié à l'environnement aussi. Du coup, il y a plein de modèles de femmes fortes, moi, qui m'ont accompagnée comme ça le long de mon parcours aussi, et où je me dis,
En fait, l'inspiration de ces femmes et l'envie d'en faire partie aussi, j'imagine, tout en ayant l'humilité de se dire que en fait, je fais ma part et puis on verra, quoi. Et puis voilà, si j'y suis, j'y serai trop contente. Et évidemment, enfin voilà, si j'ai pu inspirer quelqu'un en fait dans ma vie, ben c'est ça qui me fait vivre aussi. Et ces femmes-là, elles m'ont fait vivre et elles me font vivre aussi aujourd'hui. Ouais, c'est hyper important d'avoir des rôles modèles, on va dire, qui nous boostent et qui nous tirent vers le haut. Et, voilà, on se rend compte, c'est un peu ce que je disais aussi tout à l'heure, mais que y a des femmes, ou enfin même des hommes, mais là on va dire des femmes qui ont fait des choses potentiellement extraordinaires en partant de rien, ou justement parce qu'elles n'étaient pas des génies, et ça permet aussi de s'identifier. Enfin voilà, elles ont un réel impact, et c'est vrai qu'après on a envie aussi de, on va dire, rendre l'appareil pour les générations futures, quoi. Je regarderai le film parce que je connais pas Nausicaa. Et donc pour finir, c'est pour savoir pour les personnes, donc les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur toi, sur ta boîte, ou sur ce qu'on a dit sur le podcast ou autre, comment on peut te contacter? T'es plutôt sur les réseaux, qu'est-ce que tu préfères? Alors moi personnellement j'utilise peu les réseaux. Je pense que le plus pratique, là où je suis le plus par contre, c'est LinkedIn, parce que j'adore justement discuter, c'est plutôt pro, et du coup j'aime bien tout ce côté-là, et du coup sur LinkedIn je pense que c'est le plus pratique de me trouver. Après, il y a mon prénom vietnamien dans mon LinkedIn, donc il faut trouver mon prénom vietnamien. Ok. C'est le défi que je vous donne aujourd'hui. Ce sera le défi, sinon, par mail, et par contre, c'est plus compliqué que je réponde. On est quand même ultra sollicité. Et je réponds en général, je mets de côté et je réponds, mais je peux mettre quelques mois à répondre aux questions et prendre du temps. J'aime bien prendre ce temps-là. Il faut que je l'ai, quoi. Là, en période de Noël, c'est un peu plus compliqué. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour We Dress Fair? Parce qu'il y en a, ou pour l'instant Ouais, il y en a. Après, il y en a qui sont confidentiels. D'accord, ok. Et puis, les prochaines étapes... déjà faire tourner la boutique, parce que vous êtes quand même au début. Ouais, il y a la boutique. Après, on l'a dit, c'est la première boutique. Donc, il y a ça. Je le dis sans le dire. Ouais. Comme ça, voilà, tout le monde peut l'interpréter comme il veut. Et puis, développement du catalogue. Il y aura d'autres sections aussi. Donc, on pense à d'autres choses. Mais voilà. Ok, ça marche. Bon, plein de bonnes choses alors pour la suite. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour moi, pour échanger. C'était super cool. Merci à toi. À bientôt, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi. Si ça vous a plu, dites-le moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte Bonjour l'Inspi-podcast ou sur le site bonjourlinspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.